Alors, ça fait vraiment plaisir de voir des collègues, des gens que j'ai pas vus pendant des années, des collaborations renouvelées. Je me présente, Dr. Anissine Ngomine. J'ai monté l'association avec un autre collègue psychiatre, Dr. Lessard. L'APCC veut dire l'Association pour la psychiatrie communautaire du Canada. Mais en fin de compte, c'est de la psychiatrie de première ligne. Alors, j'ai demandé ce matin à ChatGPT. Je pense que Gemini ou Claude donneraient des réponses différentes ou la même, on pourrait tester. Mais ChatGPT, quand je lui ai demandé en 2 lignes, pouvez-vous décrire le docteur Lalonde? Je pense qu'il n'a pas besoin de présentation parce que c'est un éminent psychiatre. Mais je vous lis qu'est-ce que ChatGPT me dit. Docteur Lalonde est un psychiatre québécois, professeur émérite à l'Université de Montréal, figure marquante de la psychiatrie communautaire et de la psychiatrie au Québec, et de la schizophrénie au Québec. Il est notamment co-auteur de Psychiatrie clinique, approche biopsychosociale et fondateur de la clinique Jeunes adultes spécialisés en schizophrénie. Alors, ensuite, je trouvais que c'était insuffisant. Je lui ai demandé d'ajouter une 3e phrase. La 3e phrase dit « Auteur prolifique, il a contribué à plus de 130 publications scientifiques et à plusieurs ouvrages de référence ayant marqué l'enseignement et la pratique de la psychiatrie francophone. » Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole à Dr. Lalonde. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est comme ça qu'on est connu par l'intelligence artificielle. Alors, merci, Tin, de l'invitation. En fait, j'ai pris ma retraite il y a 3 mois, à peu près, au mois de décembre. Et puis, quand Tin m'a invité à me présenter, je n'étais pas sûr de vouloir continuer à faire des activités, mais quand il m'a dit, avec votre seniorité, vous pourriez parler un peu de l'histoire de la psychiatrie. J'ai trouvé le sujet assez stimulant. Et je vais reprendre un petit peu comment, autrefois, on en est arrivé à ce que Tin présente maintenant, une sorte de psychiatrie beaucoup plus communautaire, beaucoup plus ouverte. Alors, j'ai pris plusieurs documents. C'était une recherche intéressante. J'ai trouvé des documents dans les archives de l'hôpital, de la ville de Montréal, sur Google. J'ai des photos anciennes. Ça ne vous rappellera pas forcément les souvenirs, parce que c'est même avant votre naissance que la psychiatrie est née au Québec. Mais je trouve que c'est intéressant de voir toutes ces choses-là. Alors, quand je présentais ça, comme Tin le mentionnait, c'était une sorte de questionnement sur la position de la psychiatrie, parce que vous savez, c'est une sorte d'approche idéologique qui n'a pas toujours été tranquille. Je vais vous en montrer des exemples. Qui n'a pas toujours été un lieu de science, qui est souvent des idéologies et des controverses, et très souvent des lieux de débats sociaux. Donc, je commence par les asiles au Québec. Il y a l'asile de Beauport. Je ne sais pas si je peux l'agrandir pour mon écran, je le vois à peine. Qui est... J'imagine que je peux agrandir ça. On n'a pas voir ça en bas. C'est que je le vois pas. Donc, l'asile de Beauport qui a été fondé en 1845, qui s'appelait le Québec Lunatic Asylum. C'était l'époque anglaise de Montréal, évidemment, du Québec, du Canada, qui est devenu Saint-Michel-Archange en 1914, ensuite Giffard en 1976. Et je vais mentionner pour chacun des hôpitaux la création des centres de recherche qui sont plus nouveaux, qui sont arrivés par la suite. Donc, le centre de recherche avec Michel Mazière à Québec. Pour vous situer à l'époque, en 1837, c'était la révolte des Patriotes. Ça fait partie de notre histoire, on a fêté ça récemment. Et ça a été suivi de l'acte d'union par Lord Durham, qui a réuni les 2 Canada en considérant que les Canadiens, c'était les Québécois à l'époque, les Canadiens français, sont un peuple sans histoire et sans culture. Par la suite, il est arrivé l'asile de Saint-Jean-de-Dieu. Un peu plus tard, en 1973, on a fêté les 150 ans. Et ces années-là, c'est aussi l'année où l'Université Laval, qui était basée à Québec, a déménagé, a fait une succursale à Montréal. Et vous voyez ici une carte de l'époque de Montréal qui s'appelait le Montreal Hunt Map. Donc, c'est un territoire de chasse. Et vous avez
ici, dans les extrémités, Saint-Jean-de-Dieu, Rivière-des-Prairies, le Douglas. La ville, c'était un peu ici au centre. Donc, c'était l'époque à ce moment-là, c'est qu'on faisait les asiles hors de la ville pour respirer l'air frais du milieu, puis sortir les malades, les éloigner. À Louis-Chafontaine, il y a eu la création du centre de recherche avec Yves Lamontagne. Il y a eu la chaire et la LLI de schizophrénie qui a été faite par Emmanuel Stipp et Stéphane Potvin. Il y a eu la Banque Signature. La Banque Signature, c'est vraiment un projet de données de recherche remarquable que tout le monde peut emprunter pour avoir plusieurs paramètres de suivi à long terme. Ensuite, il y a eu le Douglas en 81 qui était fait en 1881, c'est ça. Et le centre de recherche par Vincent Wagner qui a été créé en 1979 et la première banque de cerveau. Donc, tout le monde, là, si vous ne savez pas quoi faire de votre cerveau quand vous allez mourir, envoyez ça au Douglas. Ils ont un plaisir d'accumuler toutes sortes d'informations sur les cerveaux. Il y a eu le Mont-Providence, ensuite dans la région de Montréal, qui était ouvert, qui est devenu l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et il y a un chercheur remarquable, Laurent Motron, qui travaille là. Et en 1960, on se demandait toujours s'il ne fallait pas augmenter les asiles parce qu'ils étaient pleins. Donc, on avait commencé un hôpital psychiatrique à Sherbrooke et ça a été interrompu. Je vais y revenir parce qu'on s'était dit à l'époque, là, ça suffit les hôpitaux mentaux, on va faire d'autres choses. Donc, je vous montre des photos anciennes. Même si on nous dit que ce n'est pas souhaitable de faire du diagnostic sans faire un examen, ça vous donne quand même une idée de la population qui était soignée à ce moment-là à Saint-Jean-de-Dieu, à voir le faciès des gens. Et vous voyez les religieux aussi qui sont entourés de malades, tous habillés de la même façon parce qu'on leur fournissait les vêtements. Quand on fait un saut, les temps changent. Ici, c'est l'association Emmanuel qui cherche à faire adopter des enfants handicapés. Puis c'est très long maintenant de trouver des places pour ces enfants handicapés, alors qu'autrefois, ils étaient accumulés à Saint-Jean-de-Dieu. Un souvenir d'une autre époque, les dortoirs. C'est assez ancien. Moi, quand je suis arrivé à Louis-Chafontaine, les dortoirs étaient déjà terminés. Mais vous voyez ici, ensuite, à l'hiver 1920, un verre d'eau laissé sur une crédence près du lit se retrouve en bloc de glace le lendemain matin. Donc, c'était des économies de chauffage qu'il fallait faire à ce moment-là. Les soins psychiatriques étaient très peu subventionnés. Alors, vous imaginez qu'il y a 40 patients sans traitement, enfin sans médicaments à cette époque-là. Quand il y en a un qui se réveille, là, ça réveille tout le monde. Une autre époque, encore là, c'est des salles de repos. Vous voyez la thérapie des chaises berçantes aussi. À l'époque, c'était un peu le temps que beaucoup de patients passaient du temps là. Et l'aménagement par les religieuses, c'était très joli finalement. Un bel environnement. Je vais avec le sourire. Donc, vous les voyez ici en agrandissement. Il y avait aussi, à l'époque, c'était de l'hydrothérapie. Parce que n'ayant pas beaucoup de traitement, on plaçait les patients dans des bains tièdes. Il fallait les enduire d'huile de graisse, parce que vous savez tous que si vous prenez un bain un peu longtemps, là, la peau, pas fige, mais ça ne fait pas dégueulasse, parce que ça fait des rides. On ne peut pas rester très longtemps dans l'eau, donc on plaçait les patients dans des bains comme ça pour tâcher. Des bains d'eau tiède, pas des bains froids pour les stimuler. Ici, la cuisine. Vous voyez encore là les nombreux fours, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il y avait un grand nombre de patients et vous voyez le petit train ici qui se promène pour transporter l'alimentation sur les étages. Une grande innovation. En 1908, les religieux ont acheté un couteau électrique pour couper 7500 tranches de pain. Donc, il y avait beaucoup de malades qui coupaient tout ce pain-là à ce moment-là. L'ergothérapie, autrefois, vous avez encore là des images anciennes de Saint-Jean-de-Dieu.
Il y avait même un vignoble qui s'appelait le chai du village, comme dans plusieurs communautés religieuses de l'époque. L'ergothérapie, autrefois, avoir des rouets comme ça, ma grand-mère avait un rouet comme ça pour faire, c'était des occupations qu'on offrait aux malades de l'époque. La musicothérapie, c'était aussi une autre des activités de réadaptation qu'on faisait à l'époque. Et parmi les loisirs, les promenades en tramway. Quand le tramway est parti du centre-ville pour aller vers l'est, pour passer sur le terrain de Saint-Jean-de-Dieu, les religieux ont dit oui, on vous laisse ce terrain gratuitement à condition que vous permettiez à nos patients d'aller faire des balades en tramway. Des groupes de folklore, des sauteries qu'on appelait à l'époque, ou des danses. La chaise musicale, le mouchoir. Vous savez ce que c'est la chaise musicale? C'est que les gens sont autour d'une table et puis il y a quelqu'un qui se promène, qui laisse tomber un mouchoir. Il faut qu'il ait le temps de faire le tour de la table à nouveau pour ramasser son mouchoir. Donc c'était des animations de l'époque. Des séances musicales, des séances de cinéma aussi. En 1922, il y a le service d'ergothérapie qui a gagné un prix de l'American Psychiatric. Donc, c'était quand même des activités importantes à cette époque-là. L'évolution des objectifs thérapeutiques, je vous montre une gradation ici. La première photo, c'est une photo de Pinel vers 1880. Je ne sais pas si vous savez que Pinel a supprimé la saignée. La saignée, c'est un traitement qui a duré 3000 ans. Parce que Hippocrate avait dit que c'était bon, puis tout le monde s'est mis à faire la même chose sans faire de documentation additionnelle. Bon, il y avait un certain nombre de patients qui guérissaient après avoir eu une saignée parce qu'il y avait des maladies pas trop graves. Puis ceux qui mouraient, ben, c'est parce que le traitement ne peut pas guérir tout le monde, évidemment. Donc c'est pas comme ça. Et à l'époque de Pinel, ben, les problèmes, c'était l'hygiène, l'agressivité, l'automutilation. J'ai rencontré Pierre Doniker, qui est un psychiatre autrefois à Sainte-Anne, et qui me mentionnait, en fait, je vais revenir un peu plus tard, là, que c'était le bruit et la fureur dans ces hôpitaux-là, à cette époque-là. Vraiment, c'est très difficile. Dans les années 60-70, avec le DSM-2, c'était le début de la désinstitutionnalisation. Vous voyez la courbe qui descend. Et l'ouverture de la psychiatrie communautaire. Il faut trouver quelque chose pour s'occuper des patients quand ils sont à l'extérieur. Par la suite, en 80, c'était le DSM-3 avec les patients étaient beaucoup à l'extérieur de l'hôpital à ce moment-là. Le problème, c'était de diminuer les rechutes, avoir des traitements à long terme efficaces qui se sont améliorés avec les années. Ce qu'on visait à ce moment-là, c'était de réduire les symptômes positifs. Et il y avait déjà à ce moment-là de l'itinérance qui entraînait un processus qu'on appelle la porte tournante parce que les patients entraient et sortaient de l'hôpital alors qu'auparavant, ils étaient longtemps hospitalisés. C'était le changement de l'époque. En 80, ça c'est une photo de mon équipe, on avait ouvert la première clinique de réadaptation de schizophrénie débutante. Et à ce moment-là, les objectifs étaient d'augmenter les périodes de stabilité, diminuer les effets indésirables, favoriser la réadaptation. Et c'est des choses, vous voyez comment est-ce que ça progresse d'une année à l'autre. Dans les années 2000, les cibles qu'on visait, c'était d'améliorer les troubles cognitifs, de diminuer les symptômes négatifs, favoriser la réhabilitation et favoriser un suivi dans le milieu. Et finalement, dans les années 2010, depuis ce temps-là, on s'occupe beaucoup de la qualité de vie, améliorer la cognition, favoriser le rétablissement et l'autonomisation. Donc, vous voyez comment est-ce que, comme disait Tine, ça a progressé jusqu'à ces années-là, mais que ça a commencé avec une psychiatrie qui était, on juge aujourd'hui, très rudimentaire. Quelques dates.
Dans les années 40, les horaires de travail à Saint-Jean-de-Dieu à l'époque étaient de 4h30 à 18h, 7 jours par semaine à 1 $ par jour. Vous voyez un petit peu encore là l'évolution. Dans 1943, les horaires étaient réduits à 6 jours par semaine, à 7 $ par semaine, et les employés résident sur le site de l'hôpital. Il y avait des pavillons pour l'hébergement. Les transports n'étaient pas très faciles à l'époque. En 1953, installation de télévision, qui est encore la grande occupation de bien des patients. En 1958, il y a eu une classification des maladies en 4 services. Les services de neurologie, qui comprennent les traumas crâniens et l'épilepsie, les troubles fonctionnels, syndrome psychogénique. À ce moment-là, on concevait la psychose comme étant psychogénique. On sait maintenant que c'est plus biopsychosocial. Et j'utilise les vocabulaires de l'époque. Encore là, il y en a qui n'aiment pas qu'on utilise d'anciens mots comme ça. Les débiles, l'oligophénie, la déficience, les séniles, la démence et les troubles neurocognitifs. Donc, c'était à l'époque les 4 secteurs de soins en psychiatrie. Le per diem en 1959 était de 2,69 par jour, donc moins que 1 000 $ par année pour s'occuper d'un hôpital des patients hospitalisés à Louis-H-Lafontaine, à Saint-Jean-de-Dieu. C'est 24 $ par jour, alors qu'à l'époque, c'était déjà 24 $ par jour dans les autres hôpitaux, plus qui offraient des soins physiques. En 1970, le début de la désinstitutionnalisation et l'ouverture des psychiatries communautaires, comme tu as parlé, et ça a évolué depuis ce temps-là. Saint-Jean-de-Dieu a changé de nom, ça s'appelait Saint-Jean-de-Dieu, c'est devenu Louis-H-Lafontaine en 1976. En fait, c'est Denis Lazure qui était directeur général à l'époque, et Lazure a fait un référendum, le mot était populaire déjà à l'époque, auprès du personnel. Lui, il aurait aimé que ça s'appelle Émile Nelligan. Mais il a fait un référendum et on a décidé de nommer l'hôpital, d'appeler le tunnel Louis-H-Lafontaine, à proximité. C'est comme ça que Providence aussi a été nommé Rivière-des-Prairies à cause de la proximité de la rivière. Donc, c'est devenu ensuite l'Institut universitaire en santé mentale, que j'aimais bien, parce que l'Institut universitaire, je trouve que ça a une personnalité. Mais depuis que c'est devenu un CIUS, moi, je n'ai pas une grande fierté d'appartenir à un CIUS. Je trouve que c'est très anonyme et très général. L'évolution des nosologies diagnostiques. Les DSM, ça a commencé en 1952. C'est l'association américaine qui voulait avoir sa classification personnelle. C'était très influencé par la psychanalyse à ce moment-là. Et ça utilisait les concepts de réaction. C'est-à-dire, on parlait d'une réaction dépressive. Bon, on peut comprendre qu'il y a des événements qui amènent une réaction dépressive, mais une réaction schizophrénique, je pense que c'est plus complexe que ça, l'étiologie. Donc, on pensait tous que c'était des conflits internes ou environnementaux. En 68, le DSM-2, le nombre de diagnostics augmente. L'idéologie psychanalytique est encore très présente avec des classifications de maladies sous forme de névrose et psychose, relevant toujours de conflits intrapsychiques, mésadaptation. Il y a pour la première fois une section sur l'enfant et l'adolescence, et ce sont des diagnostics impressionnistes basés sur des théories reliées à des anecdotes. Je me souviens que quand je faisais ma résidence, moi, dans ces années-là, on faisait des visionnements de vidéos de patients, et tous les psychiatres, chacun des psychiatres dans la salle avait son diagnostic personnel. Donc, ça n'avait pas une nomenclature uniformisée, et c'était vraiment basé sur leur lecture ou leurs impressions. En 80, c'est le DSM-3, grand virage, où certains s'en souviennent peut-être, que vous êtes les plus seniors d'entre vous. Donc, c'est avec des critères diagnostiques. On abandonne le terme de névrose, qui n'a pas fait l'affaire des psychanalystes en tout. Classification en 5 axes, certains ont connu ça. Fiabilité améliorée parce que c'est descriptif. Et on sort de la psychanalyse pour arriver dans le comportementalisme, qui est plus
une approche descriptive. En 1994, sorti du DSM-4, j'étais là, moi, quand à ce congrès-là de l'APA, quand Spitzer a présenté le DSM-4. Et les psychiatres qui assistaient à ça n'étaient pas contents d'avoir une nouvelle classification parce qu'ils disaient que ça ne fait pas beaucoup de différence avec le DSM-3 dans le fond. Alors Spitzer dit, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier DSM avant d'avoir un DSM étiologique. On n'en est toujours pas là. Mais déjà à ce moment-là, avec la décennie du cerveau, on s'est mis à scanner les cerveaux, puis on s'est dit, on va pouvoir photographier la schizophrénie, puis la dépression, puis l'anxiété. On sait qu'on n'arrivera jamais à ça. On va photographier de bonnes fonctions cérébrales, mais pas des maladies. Je vais revenir dans les diagnostics, là, parce qu'on n'a pas de fondement cérébraux de nos diagnostics. Et finalement, le DSM-5, qui n'est toujours pas étiologique, ni basé sur des données objectives. On supprime les 5 axes, on ajoute des dimensions, qui est une approche intéressante, ceux qui ont lu un peu sur le sujet. La force des DSM, c'est d'avoir des termes bien définis et un langage descriptif. Vraiment, c'est ça, c'est bien fait. Mais la grande faiblesse, c'est le manque de validité. Je pense que sans vouloir déprécier notre profession, là, on est encore à une étape du malade imaginaire de Molière, là, où c'est très impressionniste, les diagnostics, parce que c'est basé juste sur l'entretien, sans pouvoir avoir d'autres preuves de laboratoire. La façon que je pense l'avenir des diagnostics psychiatriques, c'est qu'il va falloir sortir des catégories basées sur des descriptions cliniques. Actuellement, par exemple, on parle de schizophrénie chez un jeune, mais aussi chez une femme ménopausée à 45 ans, avec les mêmes symptômes, hallucinations, délire, etc. Et on appelle ça schizophrénie. C'est manifestement pas la même maladie. Ça ne peut pas être les mêmes étiologies, comme ça chez un jeune que chez une femme qui arrive à la ménopause. Donc, on en est juste la description. Comment sortir de ça, je n'en sais rien, mais c'est un objectif. Trouver à ce moment-là des nouveaux noms pour les maladies qui vont être définis par des gènes. Actuellement, on cherche beaucoup des gènes, c'est très ambigu, parce qu'on sait que les gènes sont modifiés par l'épigénétique. Donc, comment il y a une classification qui tienne compte de ça? Comment repérer les circuits neuronaux qui, encore là, sont modifiés par l'influence de l'environnement? Et les neurosciences qui font un lien entre le cerveau et l'esprit. Il va toujours falloir faire ces deux connexions-là entre la biologie et le mental. Je ne sais pas si vous savez, mais le NIMH a décidé de ne plus subventionner les recherches basées sur le DSM-5. Parce que le DSM-5, en fait, ils ont créé autre chose parce que le DSM-5 n'était pas assez fiable quand c'est vu de l'extérieur par des gros organismes subventionnels. Le DSM-6 s'en vient bientôt. Qu'est-ce que ça va être? On va voir. Bon, il y a des traitements qu'on a utilisés beaucoup autrefois. Je vais vous en parler et je vais vous parler un peu de la théorie qui sous-tendait ces traitements-là. Dans les années 1911, c'était la sortie des barbituriques. C'était bon comme sédatif. Mais gros problème, ça crée de l'habitude. Donc, dans les dortoirs agités, on donne des barbituriques, oui, mais on ne va pas en donner très longtemps. Un autre traitement, l'abcès de fixation. Parce qu'il y a des chercheurs qui s'étaient aperçus que quand il y avait une infection et que l'infection guérissait, ça pouvait améliorer la psychose. Donc, on injecte de la térébenthine toxique sous-cutanée, ça fait un abcès. On crève l'abcès, ça améliore la dépression. Bon, rudimentaire. La malaria-thérapie, c'est un peu la même chose. Donc, c'est encore là de créer une fièvre qui est améliorée par la quinine. L'insulinothérapie, c'était dans des dortoirs comme ça. Vous imaginez un peu les patients qui sont couchés là, un à côté de l'autre, qui voient le précédent qui est mis en coma, et qui sait que ça va y arriver bientôt. En fait, l'insulinothérapie, ça n'avait aucun effet. L'insuline, assurément pas, là. Mais c'était sans doute le maternage attentif qu'on apportait à ces malades-là qui pouvaient avoir une amélioration.
je le dis maintenant, mais on va vous envoyer les diapositives par la suite. Tin va l'adresse électronique, le courriel de tout le monde va vous envoyer ça. La lobotomie, qui a fait beaucoup de bruit. Le principe de la lobotomie, c'est de couper les lobes frontaux des lobes postérieurs. Donc, je ne sais pas si vous savez, ça se fait aussi pour la douleur. C'est que les gens peuvent avoir des douleurs incoercibles, très difficiles à combattre, mais on fait une lobotomie, ça se fait encore de temps en temps, pour enlever la notion de la douleur. Donc, le patient peut dire, ça fait très mal, mais ça ne me fait rien. Donc, c'est un peu le principe de la lobotomie, sauf que ça c'était fait à l'aveugle, comme ça, en introduisant une aiguille sous la paupière. Moi, j'ai vu ça, les enveloppements humides. On appelait ça les PAC. Et on enveloppait le malade dans des serviettes glacées, puis on frictionnait, mais encore là, c'est peut-être plus l'action du thérapeute, puis l'idée, c'était un peu une conception psychanalytique, il fallait refaire les limites du moi en donnant la sensation sur le corps. Dans les années 48, il y a eu le refus global. Moi, j'étais trop jeune, mais quand même, j'étais déjà là, mais je n'ai pas eu la notion de refus global, mais il paraît que ça fait une grande étape. Et dans les années 60, encore là, j'étais jeune, mais il y a eu une époque importante. C'était un livre écrit par Jean-Charles Pagé, qui était hospitalisé à Louis-H. Fontaine, à Saint-Jean-Dieu, qui a écrit Les fous pris au secours. Et ça a été le début de la Révolution. Parce que Camille Lorrain a fait la postface de ce livre-là. Et dans la postface, Camille Lorrain souligne le courage de Jean-Charles Pagé de s'afficher publiquement. C'était déjà surprenant à l'époque parce que les maladies mentales étaient très dépréciées. Et dans la postface de Camille Lorrain, il aborde plusieurs thèmes que je vous mentionne. On fait passer la protection de la société avant la dignité du malade. C'était longtemps pensé comme ça. L'incapacité de la société à se reconnaître comme si le malade mental ne faisait pas partie de la société, qu'on tâchait de l'exclure. L'aliéné est un évadé en puissance, d'où les clôtures autour des hôpitaux psychiatriques, puis les confinements. Encore maintenant, il y a beaucoup de salles d'hôpitaux psychiatriques qui sont barrées à clé. On essaye de modifier ça, mais c'est un grand questionnement parce que le malade est un évadé en puissance, même si ce n'est pas tous qui cherchent à s'évader, là. Il faut empêcher de sauter le mur. La structure asilaire reflète une conception archaïque et dépassée de l'assistance pour aider les malades. Ça, c'est toujours Camille Lorrain. L'amour ne suffit plus, parce qu'il faut dire que les religieuses à l'époque étaient vraiment très bienveillantes. Ben, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait des bons malades avec qui on était très gentils, mais les mauvais malades, on les isolait. Mais en général, c'était bienveillant. Un sous-financement important. Il y avait un grand nombre de lits d'hôpitaux mentaux à 2,75, tandis que dans les hôpitaux généraux, c'était des tarifs beaucoup plus élevés. Et dans les années 60, au Québec, il y avait 2636 médecins spécialistes. Il y en a autour de 10 000 maintenant. Et seulement 200 psychiatres à l'époque, dont 60 étaient de langue anglaise à l'époque. Et déjà Camille Lorrain, à l'époque, insistait pour l'importance de la détection précoce et l'institution rapide de traitement et de courtes hospitalisations. Et travaillait la formation du personnel médical. Et ils ont développé les ergothérapeutes, travailleurs sociaux, etc. là, à cette époque-là. Il a instauré un système nouveau pour donner sa dignité aux malades. Donc, Camille Lorrain est le précurseur de la psychiatrie post-asilaire. Je continue là-dessus. Donc, des grands précurseurs, Dominique Bédard et Denis Lazure. À Louis-H. Fontaine, il y a un pavillon qui s'appelle le pavillon Bédard. À l'époque, il a été décidé quelque chose d'important, c'est la répartition selon la langue et non selon la religion.
Donc, au Douglas, c'était les protestants qui étaient hospitalisés au Douglas, puis à Saint-André, c'était les catholiques. Instauration d'une philosophie de la porte ouverte, contrairement au confinement qui existait auparavant. Le budget a fait partie de l'assurance hospitalisation, c'était une grande nouveauté à l'époque parce que ça amenait plus d'argent. Diviser les dortoirs en chambres. Quand je suis arrivé, moi, à Louis-Chafontaine, c'était en processus de fermer les dortoirs puis de faire des chambres. Et des unités mixtes. Il y avait auparavant des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Je trouve ça amusant parce qu'à l'époque, j'étais avec Michel Messier quand j'ai commencé à Saint-Dieu. Donc, il y avait une unité de femmes. Puis Michel Messier dit on va tester la mixité. Alors, il arrive sur l'unité un soir en disant je viens me faire hospitaliser sur une unité de femmes. Donc, trouvez-moi un lit, trouvez-moi une jaquette, trouvez-moi une douche personnelle pour que je puisse demander ma douche. On voyez un petit peu comment ça s'est instauré pas dans la violence, mais c'est dans l'obligation de faire quelque chose parce que c'est comme ça maintenant. Prévoir beaucoup plus d'espace pour l'occupation thérapeutique, la récréation. Donc, c'est pas juste des chaises berçantes qu'on cherche à avoir, c'est autre chose. En 62, ouverture des services de psychiatrie interne et externe dans les hôpitaux généraux. Ça aussi, c'est un grand changement de mettre la psychiatrie dans les hôpitaux généraux, alors qu'auparavant, c'était dans les asiles. Donc, l'objectif, c'était de rendre les soins plus à proximité. Offrir des soins de proximité. Et c'est à ce moment-là, comme je le disais auparavant, qu'on est en train de construire un asile à Sherbrooke, qu'on a dit, ça suffit, dorénavant, on va éviter de construire aux asiles. Et cet asile-là, privé à Sherbrooke, est devenu le CHUS de Sherbrooke, Centre hospitalier universitaire. Alors, vous voyez ici, ça c'était Saint-Jean-de-Dieu autrefois. Vous voyez ici l'aile des femmes et de ce côté-ci l'aile des hommes, avec ce qu'on appelait la contraception géographique. Dans le même environnement. Et, encore là, ceux qui connaissent Montréal, la place Versailles, c'était ça, ici à l'époque. Regardez le stationnement dans l'auto, il n'y avait pas grand monde qui venait en auto à l'époque. En 1977, il y a eu un grave incendie. Ici, la section des femmes a brûlé. En fait, c'est une patiente qui a mis le feu. Mais heureusement, ils ont réussi à sortir tout le monde. Personne n'a été blessé. Mais vous imaginez, là, il y a 1200 patients qui, ce jour-là, n'ont plus de place pour coucher le soir. Donc, il faut loger d'urgence 1200 personnes dans toutes les ressources qu'on peut trouver. J'appelle ça la désinstitutionnalisation massive. C'est rapide. Aucun décès. En 64, ça c'était au début de mes études en médecine, enfin un peu plus tard, là, il y a eu l'ouverture d'un département de psychiatrie avec Gérard Baudouin. Puis depuis ce temps-là, ça a formé plus que 1000 psychiatres qui ont une pratique clinique. En 69, donc c'est à ce moment-là que je commence ma résidence. Moi, en 1964, j'étais étudiant en médecine. En 1970, j'étais un des premiers présidents de l'ARPOM, l'Association des résidents en psychiatrie de l'Université de Montréal, qui avait été fondée par Pierre Lapointe quelques années auparavant. Ça existe toujours, l'ARPOM. Les résidents ont vraiment une grosse influence sur les décisions qui se prennent à l'université. Donc, dans ces années-là aussi, en 1970, c'était l'époque de l'antipsychiatrie. Je ne sais pas s'il y a quelques seniors parmi vous qui se souviennent de cette époque-là. Moi, j'aimais ça lire ces livres-là de Lang, Cooper, Donc, la prétention à l'époque, c'est que l'individu se réfugie dans la folie pour faire face à des situations familiales ou sociales inappropriées, intolérables. Donc, on culpabilisait beaucoup les familles et la société de rendre les gens malades. Puis, la psychiatrie est nuisible pour les personnes souffrant de troubles psychiques et pour la société en général. Donc, moi, je commence ma psychiatrie dans le contexte où on dit que la psychiatrie, c'est
nuisible. Pas pire, hein? Et dans les années 68, encore là pour un bref rappel, c'est la fondation de l'OPEP, l'Organisation des producteurs de pétrole, en 68. L'arrêt de la guerre au Vietnam, il y a eu beaucoup de manifestations. C'est Johnson qui était président des États-Unis et qui, devant les manifestations des solidarités de la guerre au Vietnam. Ce que je me souviens bien, moi, c'est de mai 68, avec les affiches, l'imagination au pouvoir, et surtout une affiche que j'aimais bien, il est interdit d'interdire. Le printemps de Prague, qui était sous domination communiste, donc c'est Dubček qui a fait des mouvements de solidarité pour sortir de l'URSS, mais ça a été réprimé par les chars d'assaut et dans le sang. En novembre, le salaire minimum au Québec est 2,25 $. Et c'est la date de la création de l'UQAM en 68. Donc, ça vous permet d'avoir... Donc, c'était l'époque du Peace and Love. Encore là, les seniors se souviennent avec plaisir de cette époque. Bien, j'aimais ça. Période de la contre-culture, présence, prônant l'amour libre, la nature. Il y a eu beaucoup de communes qui s'ouvraient à ce moment-là pour vivre en communauté. Le pacifisme, rejetant la société de consommation et la guerre. Bon, rejetant la société de consommation et la guerre, c'est encore comme ça, puis ça continue. Donc, en 73, il y a 50 ans, moi, je commence la psychiatrie comme psychiatre certifiable. Un coup qu'on avait terminé les 4 années de formation, on passait les examens en novembre, on était psychiatre certifiable. Donc, on pouvait quand même pratiquer dans les hôpitaux. J'avais été invité par Michel Messier. Et c'est un plaisir à ce moment-là parce que Michel Messier me dit, voici ton bureau, tout bien meublé, et ton équipe. Travailleurs sociaux, un travailleur social, une infirmière, etc. Donc, tout est facile. Il n'y avait pas de peine à ce moment-là, pas de limitation, mais en fait, il y avait un grand pénurie de psychiatres à tel point qu'il y avait un grand nombre d'omnipraticiens qui étaient invités à passer en psychiatrie. On leur sollicitait 1 an de moins de résidence parce qu'ils avaient fait la pratique générale auparavant. La vacation était payée environ 3 000 $ par année à l'époque. Il y avait sœur Gilberte Villeneuve qui était directrice de l'hôpital, c'est une religieuse, mais les religieuses, je vais y revenir un peu plus loin, étaient des femmes très organisées et qui planifiaient très bien, d'excellentes administratrices, avec des budgets très petits. L'Azur est arrivé en 1974. L'Azur ne se cachait pas de ses intérêts communistes. Il était bien ami avec Fidel Castro à l'époque. Et la même chose pour tout le monde. Donc, il y avait des services spécialisés à ce moment-là. Je me souviens que Georges-Étienne Cartier avait une unité de court séjour. Donc, les patients qui étaient à l'urgence, qu'on ne voulait pas hospitaliser, pouvaient passer 3 jours. L'Azur n'aimait pas les spécialités comme ça. Il a tout aboli. Et il a créé 6 secteurs de psychiatrie en disant à tout le monde, parce qu'il y avait des grands hôpitaux à l'époque, avec section des hommes et des femmes. Donc, tous les psychiatres de l'hôpital vont prendre 2 salles de chronique, qu'on appelait à l'époque, et ils vont devoir s'en occuper. C'était... Les psychiatres n'ont pas aimé ça. Moi, j'ai quitté d'ailleurs à ce moment-là. Il y a eu une exode de psychiatres qui s'est diminué à 19 psychiatres pour l'ensemble de l'hôpital. Il y a Marcel Wolf, mon ami Marcel Wolf, qui a toujours été très fidèle à Saint-Jean-le-Dieu et qui, lui, est resté, qui a fait toute sa carrière. Donc, ce sont des souvenirs historiques. En 1976, c'est l'élection du Parti québécois. Encore là, ça vous situe dans le contexte. Je vous parle des publications. La première publication en 80. Certains ici sont trop jeunes pour l'avoir connue. Ça s'appelait Approche contemporaine. J'avais fait ça avec Frédéric Grunberg. C'était l'époque un peu hippie, comme vous voyez, l'apparence qu'on avait à cette époque-là. La photo, ça a été fait par Jobin, qui le dit lui-même, qui était traité pour la schizophrénie à Chicoutimi. Donc, vous voyez l'image de la schizophrénie avec la division ici, le split qu'on avait à l'époque. Le
tableau, ça s'appelle « À la recherche de la lumière éteinte, avec une sorte de luminosité quand même. » Vous voyez peut-être pas très bien, mais moi j'ai le tableau là chez nous, là. C'est une gouache et l'anxiété qu'on détecte dans les yeux, là, c'est remarquablement intense. Donc ça, c'est la première édition en 80. Ceux qui veulent peuvent avoir les 3 éditions précédentes gratuitement. C'est en ligne, donc vous pouvez voir comment est-ce qu'on concevait la schizophrénie et les autres maladies à l'époque. Depuis ce temps-là, ça a été publié en 88, 2000 et 2016, puis on est en train de recommencer une 5e édition. En 88, moi j'avais ouvert la clinique jeunes adultes. Il n'y en avait pas en français dans le monde. Il y en avait déjà en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, évidemment. Mais c'était la première fois qu'on avait ça. On avait comme but soutien et réadaptation pour les jeunes et soutien et formation pour la famille. Ça a rayonné dans toute la francophonie. On est allé en Europe francophone, en Suisse, en France, en Belgique, dans le Maghreb, pour ouvrir des cliniques similaires. Il y en a un peu partout dans la francophonie maintenant. Et c'était une inspiration au Québec aussi. On a créé, enfin, Christian Jalbert a créé l'Association des parents de jeunes adultes schizophrènes, qui était aussi un renouveau à l'époque. Les associations de parents pour les maladies mentales, ça n'existait pas. Et en 85, c'est devenu la Société québécoise de la schizophrénie, qui diffuse partout au Québec, un rayonnement partout. Donc actuellement, il y a une trentaine de cliniques de premier épisode au Québec. C'est vraiment un développement intéressant. Le centre de recherche, qui s'appelait le centre de recherche Fernand Séguin, créé par Yves Lamontagne, en hommage à Fernand Séguin, qui était un excellent annonceur, ceux qui l'ont connu aussi, et qui avait déclaré qu'il avait une maladie mentale, un trouble bipolaire. La recherche signature avec Sonia Lepien, qui est vraiment une recherche remarquable d'identification de marqueurs. Et maintenant, c'est dirigé par Stéphane Potvin, en fait, qui a terminé et qui s'est remplacé. Donc, ça s'appelait autrefois le Centre de recherche Fernand Séguin. Et encore là, maintenant, c'est devenu le Centre de recherche du CIUS de l'Est. Ça ne veut pas dire beaucoup, mais je trouve que c'est dommage qu'on perde des noms célèbres comme ça. Il y avait, donc en 2005, la psychiatrie générale, je vous parle de ça parce que c'était un de mes grands dilemmes personnels. C'est que moi, j'étais chef du département de psychiatrie dans ces années-là. On avait déjà la clinique jeunes adultes, spécialisée dans la schizophrénie débutante. Puis là, avec le directeur général André Lemieux et d'autres, on s'est dit qu'il faudrait faire un virage, avoir des cliniques spécialisées partout dans l'hôpital. C'était la mode universitaire. C'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient la psychiatrie communautaire, la psychiatrie diversifiée, avoir des variétés de diagnostics, puis obliger tous mes collègues psychiatres et toutes les équipes à faire un virage en clinique spécialisée. Ça m'a tourmenté pendant un moment parce que ça existe, les cas de schizophrénie claire, les cas de bipolaire clair, mais il y a tellement de pathologies intermédiaires que faire juste des cliniques spécialisées, enfin, c'est devenu comme ça un peu partout maintenant. Donc, les cliniques spécialisées, il y en avait 8. C'est géronto, troubles psychotiques prolongés, etc., psychiatrie légale, qui existent toujours. La révolution pharmacologique. C'était un moment important quand il y a eu des antipsychotiques qui sont arrivés. Donc, en 1951, le Lorgactil. Vous savez peut-être la petite anecdote, le Lorgactil, c'est Laborite, qui était chirurgien et qui donnait du Lorgactil, ça portait un numéro à ce moment-là, pour calmer les patients avant une opération. Puis Laborite s'est aperçu que ça faisait non seulement calmer, mais que ça enlevait des symptômes psychotiques. Alors, il en a parlé à ses amis de Lé et de Necker, de Sainte-Anne, qui se sont mis à utiliser ça à Sainte-Anne. Puis de Necker me disait, dans la population autour de l'hôpital Sainte-Anne, qui est un gros hôpital à Paris, la population se disait, bien, qu'est-ce qui arrive à Sainte-Anne? On n'entend plus de bruit.
ça aussi, c'était une grande transformation. Alors, vous allez me dire, qui a introduit le largactyle au Canada? Lehman, vous pensez? Eh non! C'est Roland Saucier, à Chicoutimi. Mais Roland Saucier a publié un peu plus tard, au mois d'août 54, mais il y avait 200 cas. Tandis que Lehman a publié en juillet 54, il y avait 71 cas. Donc, assurément que l'étude de Saucier avait commencé avant, mais que ça a été publié quelques temps plus tard. Alors, tout le monde attribue l'introduction des antipsychotiques à Lehman. Comme toujours, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait des modifications de la molécule de l'argactyle pour arriver à d'autres molécules d'antipsychotiques. Mais à un moment donné, on est arrivé à une substance qui s'appelle le tofranil, l'imipramine. On s'est aperçu que ça n'avait pas d'effet antipsychotique, mais ça avait un effet antidépresseur. Donc, le premier antidépresseur est né par hasard de transformation du largactyle. Il y a eu les benzodiazépines, le Librium, le premier, qui a largement été utilisé avec des crans de dépendance. Le lithium, moi j'étais résident quand on a commencé le lithium à Notre-Dame. On était bien inquiet d'utiliser ça parce qu'on savait que ça pouvait être toxique, mais c'était déjà utilisé en Australie depuis 1949. Les psychostimulants, comme le Ritalin, sont arrivés par la suite. Et vous savez aussi peut-être que c'est quand on a un traitement que les diagnostics augmentent. Donc, comme on avait maintenant un traitement pour le TDAH, le nombre de diagnostics de TDAH s'est multiplié par 4, si je me souviens bien, dans ces années-là, parce qu'on savait comment les soigner. Maintenant, il y a les psychothérapies par psychédéliques. Ça, c'est une image que j'utilise avec tous mes patients. Donc, vous avez ici une cellule avec un noyau. La cellule, les synapses, que vous voyez ici. Et dans votre cas de schizophrénie, il y a un surplus de dopamine dans vos synapses. Le traitement que je vous offre, vous pouvez arriver, on recommence. Donc, je vous offre de bloquer les récepteurs dopaminergiques. Donc, on met comme ça une couche protectrice. Et les patients aiment mieux une explication physiologique. Je bloque vos récepteurs de dopamine qui vous produisent des hallucinations plutôt que de vous dire je vous donne un traitement pour enlever votre maladie qu'ils ne reconnaissent pas dans bien des cas. L'historique des antipsychotiques, en 50, c'est découverte fortuite, comme je vous le disais. En 63, donc de 50 à 63, on a utilisé les antipsychotiques sans savoir comment ça agit. En 63, c'est une hypothèse dopaminergique. En 73, récepteurs dopaminergiques dans le cerveau qui ont été découverts. En 90, des caractéristiques des D2 à D4. Et en 2003, je trouve que la grande découverte, c'était Kapoor, qui a défini la dopamine comme étant non seulement le neurotransmetteur du plaisir, mais aussi de la science. La science, c'est une aptitude qu'on a à détecter ce qui se passe autour de nous et voir quels sont les événements saillants pour agir en conséquence. Donc, la dopamine transforme la science en motivation pour l'action. Puis, c'est un peu plate comme ça, là, mais c'est que l'évaluation et l'utilité de toutes nos décisions relèvent de la dopamine. Quand vous promenez sur la rue puis que vous sentez des odeurs de beignes à la cannelle, ce qui vous décide de rentrer dans la boulangerie, c'est la dopamine, parce que vous avez un souvenir que les beignes à la cannelle, c'est tellement bon. Même chose pour aller jouer au casino, etc. Donc, dans ce contexte-là, que reste-t-il de libre arbitre? Moi, j'ai ces discussions-là avec mes amis philosophes. Donc, si ça bloque la dopamine aussi, ça diminue la science, c'est peut-être relativement en cause dans les symptômes négatifs. La classification des neuroleptiques dans les années 80, ça en rappelle peut-être des souvenirs à quelques-uns, il y avait les dérivés de gauche et de droite, qu'on appelait sédatifs ou incisifs, qui faisaient qu'on pouvait donner le largactyle, par exemple ici, entre 100
50 jusqu'à 600 mg. Et les incisifs ici, qu'on donnait entre quelque chose comme 50 jusqu'à 400 mg. C'était divisé de cette façon-là. Mais savez-vous comment c'était fait, cette classification-là? C'était fait sur le rat. C'est-à-dire qu'on donnait du largactyle, c'est pas en milligrammes ici, c'est une unité de sang, jusqu'à le temps que le rat devienne cataleptique, devienne raide. Puis on calculait pour les autres antipsychotiques qui tous causaient de la catalepsie à l'époque, combien ça prend pour produire le même phénomène. Donc c'était comme ça qu'étaient construits les équivalences de l'époque. Avec les nouveaux antipsychotiques, on ne peut pas faire ça parce qu'ils bloquent beaucoup moins la dopamine. Je vous mets une photo ici que c'est pas de la catalepsie, mais c'est pour vous montrer un peu une image de ce qu'était la catatonie, aussi à l'époque, qui était quand même un symptôme assez fréquent. Parmi les autres traitements, les électrochocs, la théorie, c'est que suite à une crise épileptique, les symptômes psychotiques diminuent. Et il y a eu Cameron, dont on a entendu parler au Allen Memorial, qui était payé par la CIA pour faire de l'expérimentation. Cameron, enfin, beaucoup de gens blâment Cameron aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même une théorie qui était avancée. Nettoyer le cerveau par des électrochocs pour que le cerveau se régénère à neuf. Donc, autrefois, ceux qui ont vu le vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était utilisé comme punition. C'est pas correct, évidemment, là. Maintenant, c'est sous anesthésie, ça reste quand même un excellent traitement. Le mécanisme d'action n'est pas tout à fait connu, à moins qu'il y en ait qui le connaissent ici, là, mais probablement que c'est une libération de plusieurs neurotransmetteurs. Il y a aussi dans les traitements modernes la stimulation magnétique transcrânienne qui est utilisée, moi je l'ai utilisée pour quelques-uns de mes patients, et la thérapie Avatar qui est faite par mon collègue Alexandre Dumas, Dubec, qui fait ça. Donc, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de représenter un avatar qui parle, qui reproduit les symptômes, les hallucinations du patient. Ensuite, c'est le thérapeute, ici, qui dit ces symptômes-là au patient. Et le patient, au lieu d'être dominé par ces hallucinations, apprend à les contrôler. Puis comme c'est le thérapeute qui fait ça, c'est plus facile. Dans les années 61, beaucoup d'écrits contestataires, les fous criés au secours, je vous en ai parlé. Il y a eu deux psychanalystes, monsieur et madame Kicklin, qui sont venus à Louis H. Lafontaine passer 1 an et qui sont occupés d'une unité de femmes, où il y avait 14, je pense, femmes dans cette unité-là, qui, quand ils sont arrivés, étaient toutes les 14 attachées 23 heures par jour. Et à la fin, il en restait une qui était attachée de temps en temps. Donc, il faut dire qu'une approche plus humaniste avait eu beaucoup de succès à l'époque. C'est un livre qui a été écrit qui s'appelle « Corridor de sécurité ». Ça a continué, d'autres livres de contestation en 2019, les critiques au secours. Donc, quand on vous dit que c'est un milieu de contestation, la psychiatrie, ça fait longtemps que c'est comme ça. Il y a un merveilleux roman que je vous propose à tout le monde, c'est Bonheur fou par Gravel, François Gravel, c'est ça. Alors, c'est l'histoire d'un jeune médecin qui faisait sa médecine à l'ouverture de Saint-Jean-de-Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais à cette époque-là, les étudiants en médecine, pour avoir un cadavre, ils allaient déterrer un cadavre dans le cimetière. Et ça s'était fait comme ça. Puis dans le roman, il était un petit peu content qu'il avait réussi à se jouer un cadavre. Puis c'était risqué de se faire voler son cadavre aussi par d'autres étudiants. Donc, il fait ses études en médecine, puis il va travailler à Saint-Jean-de-Dieu à l'époque, comme omnipathicien avec les religieuses. Et ça, c'est aussi l'époque d'une sœur, sœur Thérèse de Jésus, qui était une administratrice remarquable, qui contestait les décisions du gouvernement. Et l'une des théories pour ce jeune médecin-là, c'est qu'on venait de découvrir qu'il y avait des cellules comme ça dans le cerveau, une cellule de Betz. On disait comment faire pour développer des cellules comme ça? Ben, il disait, regardez les fougères.
Comme ça va aider votre cerveau à développer des cellules. D'autres écrits. La charge orignale et perméable de Gauvreau, qui était soigné à Saint-Jean-de-Dieu aussi par Lorenzo Morin, je l'ai connu. Un de mes patients qui a écrit le dilemme de Thomas. Ça me dit, enfin, ça me dit, c'est pas le bon terme, c'est. Moi, je l'ai soigné, puis il dit son vrai nom, c'est Jocelyn Schoolcraft qui a écrit ça. Là. Donc, moi, je l'ai connu, il avait tenté d'assassiner son père. Il l'a blessé un peu, mais il n'est pas mort. Donc, il raconte dans ce livre-là comment est-ce qu'il entre dans la psychose, comment est-ce qu'il était obligé de faire ça. Évidemment, Emile Nelligan, que tout le monde connaît. La transition ici avec Luc Vigneault, je suis une personne, pas une maladie. La prison à rien faire. Et un auteur qui m'a beaucoup influencé, c'est... Xavier, oui, c'est ça. Xavier, c'est ça. En tout cas, le thème de ce livre-là, c'est que la fidélité au traitement passe par la perception des conséquences de la maladie plus que par l'acceptation d'être malade. Donc, il y a beaucoup de patients que j'ai essayé de convaincre qu'ils avaient une schizophrénie, puis qui n'ont jamais voulu, mais qui disent, si je ne me soigne pas, je suis bien plus malheureux, puis j'accepte le traitement pour ça. Une autre source que je vous recommande, ce sont les impatients. Vous avez l'adresse ici, qui est un groupe d'entraide et de socialisation et de loisirs pour les patients qui sont relocalisés depuis qu'il y a eu un incendie de leurs locaux ici. Ça, ce sont des tableaux que vous pouvez emprunter. Des tableaux assez jolis que vous pouvez emprunter comme un livre. Mets ta tête sur mon épaule de Carl Tremblay. Je termine, il me reste 2 diapositives. Je vais vous comparer autrefois et maintenant. Donc, autrefois, je vous le disais, ce sont des allégations basées sur des opinions, tandis que maintenant, ce sont des conclusions basées beaucoup plus souvent sur des données probantes. Autrefois, on se disait que ça prend un blocage spécifique du D2, On donnait de multiples pilules, des mégadoses, puis il y en a qui ont continué ça par la suite, et les patients avaient des tremblements de l'acathisie. On disait, ben, c'est comme ça, il faut vivre avec ça parce qu'on n'a pas grand-chose à vous proposer. Maintenant, on sait qu'il faut agir sur plusieurs neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, glutamate et peut-être d'autres. On donne des pilules à dose réduite ou couchées en une seule dose ou des injections à longue action. On tient à ce que le patient soit confortable plutôt que de ne pas se soucier des effets secondaires. Sur l'aspect psychologique, on se fiait beaucoup à l'insight. Réfléchissez puis comprenez votre maladie. Moi, j'ai fait des entrevues de schizophrénie, de patients schizophrènes, sans parler, en entendant qu'ils fassent de la libre association. C'était un peu long. On disait qu'il fallait qu'il se débrouille pour apprendre par lui-même et on attendait qu'il soit motivé. S'il n'était pas motivé, bon, on va attendre. Tandis que maintenant, on fait beaucoup plus de psychoéducation que d'insight. On sait qu'il faut répéter plusieurs fois, par exemple en ergothérapie, et on préconise plutôt d'avoir des thérapeutes inventifs qui trouvent des méthodes de traitement qui intéressent les patients. Autrefois, on considérait que les parents étaient coupables, que le patient était dépendant quand il ne voulait pas se prendre en charge lui-même. Il y avait de l'exclusion sociale et l'hospitalisation dans les asiles à distance. Maintenant, on considère que les parents sont des alliés. On les culpabilise, on fait des groupes d'entraide comme la Société québécoise de la schizophrénie. On offre un soutien social continu. C'est pas juste après 5 ans que la schizophrénie guérit, malgré les programmes de premiers épisodes. On sait qu'il faut prolonger ça. On favorise l'intégration sociale et les soins de proximité. Donc, autrefois, on considérait que la schizophrénie prenait toute la place. On appelait ça les schizophrènes, les fous, les psychotiques, les chroniques. Maintenant, on parle plutôt de la personne qui souffre de schizophrénie. On favorise l'empowerment, l'autodétermination. J'ai quasiment fini, c'est ça. J'arrive à l'actualité. Donc, y a-t-il une seule vérité? Comme vous voyez, il y a eu plusieurs conceptions.
je vous laisse lire une déclaration de la MPQ qu'ils m'ont envoyée par courriel. La MPQ considérait qu'il y avait du racisme systémique. Alors, l'année suivante, j'ai dit, ben écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait de l'avis qu'il y a du racisme systémique. Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance systémique dans les soins. Alors, j'ai proposé de faire un vote à l'Assemblée générale des psychiatres sur la liberté d'expression. Et ça a été refusé. Je pense que la notion de racisme systémique, c'est une erreur parce que ça stigmatise, ça culpabilise des thérapeutes. C'est-à-dire, vous êtes de mauvais thérapeutes. À Joliette, quand tu as eu l'affaire de Dorsey Guachan, la commissaire a dit qu'il y a du racisme systémique. Affirmer ça, là, ce qui arrive, c'est que les Autochtones, ils ont peur d'aller à Joliette. Tandis qu'il y a eu une action inadéquate, très inadéquate, puis il y a eu des actions qui ont été prises pour ça. Donc, c'est pas l'hôpital qui est mauvais, c'est pas les soins qui sont mauvais, c'est des individus. Tandis que la bienveillance systémique, je pense que c'est beaucoup plus une philosophie à proposer pour établir des relations de confiance dans toutes sortes de situations difficiles. Vous avez eu des gens qui contestaient les vaccins, par exemple, les notions de théorie du genre actuellement qui sont très polémiques. Moi, j'ai appris de ne pas contester les délires de mes patients. Ça ne sert à rien de leur dire qu'ils ont tort, etc. Donc, ma conclusion, c'est que chacun a sa vérité et ne tolère pas que la vérité soit remise en question par d'autres. Donc, je m'adonne à des activités. Je fais partie d'un groupe de philosophes pour réfléchir à ces questions-là. Et puis, comme disait Aristote, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l'accepter. Je vous ai mis, je vais vous envoyer ça par courriel aussi, toute une série de références très intéressantes avec des liens Internet ici que vous voyez sur différents. Encore là, la maison des grands fous, c'est Louis Chafontaine, Saint-Jean-de-Dieu. Puis une vidéo fort intéressante sur le sujet. Encore là, c'est du vocabulaire de l'époque, là. Je pense pas qu'il faut considérer qu'on était à une autre époque. Voilà. Merci. On passe à l'autre parce que je pense que je suis un peu. Voilà. Félicitations. Votre présentation a été très exhaustive et érudique. Je ne sais pas si ça se dit, mais avant l'ère de l'intelligence artificielle, vous avez fait ça à la mitaine à travers les années? Oh, mais c'est, oui. En fait, j'ai quelques diapositives qui ont été composées par l'intelligence artificielle, mais je les ai beaucoup modifiées. Alors, félicitations pour savoir où on est, où on veut aller. Il faut avoir, faut savoir notre histoire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Mais j'ai saisi quelques idées que je vous lance comme ça. D'abord, j'informe la salle aussi. Hier, on a eu le plaisir de dîner ensemble, de souper ensemble, mais vous ne m'avez pas parlé de votre présentation. Vous me l'avez envoyée il y a 2-3 semaines, je n'ai pas eu le temps de regarder, alors je la prends en même temps. Et c'est intéressant que nos idées sont assez parallèles, sont concordes. Alors, ce n'est pas une mise en scène planifiée d'avance, qu'on parle de la même chose, de l'importance de redonner l'autonomie à la personne, de croire en elle, de ne pas nécessairement contester ou antagoniser leur croyance. Ça nuit à l'alliance. Vous avez parlé de chaises berçantes dans l'histoire. Ça introduit bien le prochain sujet de M. Jean-Pierre Dupuis. Et en fait, il va transformer la chaise berçante. Au lieu de proposer la chaise berçante, il propose toutes sortes d'équipements d'activation physique. Et je pense pas que M. Jean-Pierre Dupuis il parle nécessairement avec ses patients, mais c'est à travers l'action qui crée, qui réussit à soulager cette inertie parfois mentale ou physique des patients. Alors,